Alors, bonjour à tous. Comme elle l'a si bien dit, je m'appelle Aziz Djem et je suis sénégalais. Et je suis en France, en Normandie, vraiment dans le nord, à côté de la Belgique. Alors, il y a de cela 2 ans, je suis passé par ici, par curiosité, parce que j'avais demandé à faire un stage de découverte au Sénégal pour connaître à peu près un petit peu ce qui se faisait comme agriculture ici dans mon pays. Parce que bon, je ne cesse pas de le répéter, mon objectif et mon rêve, c'est de revenir et bosser pour le pays, en fait. C'est juste ça, en fait. Voilà. Donc, il y a cela 2 ans, je disais, j'étais là, j'étais passé ici. Donc, et pour la première fois, j'ai découvert le CFH. Et pourtant, j'étais ici au Sénégal avant. Et bizarrement, j'ai jamais découvert le CFH. Donc, pour dire juste que bon, peut-être que niveau communication et niveau vulgarisation de cette école, ça devrait être fait encore un peu plus. Parce que, à mon avis, je reste mordu là-dessus, que c'est le genre d'école qui doivent être promus et qui doivent être vraiment soutenus. Aujourd'hui, les étudiants qui sont dans ces types d'établissements doivent être dans de bonnes conditions, doivent être mis dans les conditions les plus idoines pour qu'ils puissent réussir vraiment leur parcours. Parce que ce sera vous, demain, qui allez peut-être conseiller des agriculteurs, qui allez être dans des bureaux pour décider. Ce ne sera pas des gens qui, en costard cravate, qui connaissent rien du tout du terrain, qui vont se permettre de décider à la place des gens et qui vont prendre des politiques qui ne marcheront pas souvent. Donc, c'est souvent ça les problèmes, les problématiques que l'Afrique rencontre. Alors, la dernière fois, j'ai été ici par chance, on va dire, et parce que je devais venir pour 3 semaines pour un programme ici. Et j'ai eu Mané et Wan, que je connais bien, et quelques-uns d'autres. Et du coup, ils m'ont proposé de venir co-animer ou bien participer à la conférence qui a été faite sur l'importance de l'horticulture. Alors, donc, après cela, il était prévu qu'on essaie de faire à la base une conférence et un petit séminaire. Mais vu avec le timing qu'il y a actuellement et avec les conditions actuelles où déjà c'est pas du tout terrible de travailler dans ces conditions, et vu que moi aussi mon timing est assez short et que je dois rentrer la semaine prochaine, donc on a essayé de regrouper, condenser cela. Alors, ils m'ont proposé d'essayer de trouver un thème assez technique, plus ou moins technique, et parler de ce thème et pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça n'a pas été facile, je vais vous dire, mais j'ai essayé de trouver un thème comme ça, libellé comme ça, nourrir le sol pour les végétaux afin de nourrir les hommes. Et si vous regardez bien, il y a une suite logique dans ces 3 parties. Si on scinde le thème, c'est le sol, les végétaux et ensuite les hommes. Et on peut bien voir un échange, un exposé assez bref, parce que déjà à 14h30, ce que je disais à Mané, souvent la concentration elle n'est plus là. La concentration elle est là, vraiment le matin jusqu'à... Alors, donc si je dis nourrir le sol, pour nourrir les végétaux, on va se dire c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire par là peut-être? Pourquoi nourrir un sol? Eh bien, si un sol il a besoin d'être nourri en fait. Pour que les végétaux puissent être nourris, il faudrait déjà que le sol soit bien nourri à la base. Et si les végétaux sont bien nourris, alors on verra bien que soit il y a 2 issues après. Un sol bien nourri, puis les végétaux, il y a 2 issues. Donc ce sera soit que les animaux vont se nourrir à la suite de cela. Voilà, merci. Donc ce sera soit les animaux vont être nourris après directement des végétaux qui ont été cultivés, c'est ce qui se fait ailleurs, donc le maïs, les céréales, etc., pour nourrir les animaux. Donc j'ai pris juste une vache, c'est à titre indicatif, mais là on peut voir tout type d'animaux domestiques, volailles, tout type d'animaux domestiques qui consomment des végétaux en fait. Voilà, pour pas que vous perdiez. Donc, les végétaux vont servir à nourrir les animaux, et les animaux en retour vont donner de la viande ou du lait, peu importe, aux hommes. Voyez-vous? Et ou bien il y a l'autre version, c'est les végétaux vont nourrir directement l'homme. Donc, vous allez voir qu'en fait, notre importance en nous agriculteurs, il se situe là en fait. Sans nous là, cette chaîne-là, elle va être cassée. Les hommes vont mourir de faim et voilà, c'est fini, la fin du monde quoi. En gros, donc, on va parler donc en premier lieu des types de sols, vraiment, essayer de voir les types de sols, comment chaque sol, euh, après s'être rendu compte qu'on a ce type de sol, comment est-ce qu'on peut éventuellement corriger ce type de sol, ou bien comment éventuellement on peut faire avec ce type de sol pour essayer d'avoir plus de rendement. Donc, voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Donc, en gros,
on a trois types de sols en général. Donc ici au Sénégal, j'entends, enfin, les gens disent des sols Dior, sols deck, des trucs comme ça. Mais ça revient toujours à trois types de sols. Donc on a trois types de sols. Et ces trois types de sols sont souvent les sables. On a les sables. On a les sables, on a des limons et on a des argiles. Voyez-vous? Donc, nous aussi au Sénégal, on dit qu'on a des sols Dior. Ça rejoint les sables. Et ailleurs, ils peuvent avoir des limons. C'est le meilleur type de sol pour un agriculteur qui peut rêver. C'est les limons, ceux qui sont au milieu. Et après, il y a les argiles, ils sont bien aussi, mais avec leurs limites. Même les sables aussi sont bien, mais avec leurs limites aussi. Donc, vous pouvez bien voir que les sables, c'est des petites particules qu'on peut séparer avec la main, en fait. Si vous sortez dehors, essayez, ou bien j'ai des bouts de sable ici, on peut les séparer avec la main. Et au toucher, on peut bien sentir la différence. Voyez-vous? Et c'est le type de sable qui retient quasiment pas du tout l'eau, en fait. Voyez-vous? Et au milieu, on a les limons. Les limons, c'est des types de sols qui se trouvent à mi-chemin entre sable et sol. Mais c'est les meilleurs, comme j'ai dit tantôt. Et c'est des types de sols qui ont un aspect où on ne peut pas discerner les différentes graines, en fait. Par exemple, en tant que technicien, on vous jette un petit peu peut-être à Saint-Louis, vous arrivez dans un champ et l'agriculteur commence à vous parler. J'ai tel problème avec mes sols, j'ai tel problème. Aussitôt, vous, votre réflexion directe, ce serait d'aller voir, il a quoi comme sol. Donc, au toucher, vous pouvez déjà vous identifier par rapport au type de sol. Il y a aussi les argiles. On les connaît tous, ils retiennent énormément l'eau, déjà du point de vue texture, etc. Et aussi, on peut bien voir que pour faire la différence, par contre, entre argile et limon, les deux se ressemblent assez. Parce qu'ils retiennent l'eau et ils sont indiscernables au toucher, comme j'ai dit. Donc maintenant, pour faire la différence entre les deux, il y a une technique simple. Vous mouillez les deux, vous prenez juste un petit tas d'argile, vous le mouillez, ça va devenir compact. Le limon, pareil, vous mouillez un petit tas, ça va devenir compact. Maintenant, pour faire la différence entre les deux, parce que les couleurs, parfois, ça varie par rapport à ce que l'on a dans le sol. S'il y a trop de fer, s'il y a trop de zinc ou des trucs comme ça, c'est ça qui donne souvent la texture du sol, parfois. Donc, du coup, avec l'œil seulement, il est un peu difficile de reconnaître quel type de sol on a. Maintenant, si vous prenez un petit bout, les deux bouts, vous les mouillez avec un petit peu d'eau, vous faites un boudin avec. Un boudin, c'est genre, essayez de faire un petit truc assez effilé. Et pour l'argile, si vous arrivez à faire un cercle avec fermé, vous pouvez en conclure que vous avez de l'argile. Pour le limon, il suffit de faire un cercle fermé, mais il va se casser en deux. Vous aurez beau essayer plusieurs fois, mais il va se casser en deux. Donc vous saurez que vous êtes en présence de limon, en fait. Parce que ça ressemble excusez-moi des mots, ça ressemble beaucoup à l'argile, en fait. Mais comme ça, avec cette technique, vous pouvez discerner facilement. Ou bien, il y a une autre technique pour discerner, ou bien voir quels sont nos pourcentages de sol ou d'argile ou de limon qu'on a. Vous prélevez dans le sol environ 10 à 15 cm. Il ne faut pas prélever vraiment au-dessus, parce qu'au-dessus du sol, souvent, il y a l'humus. Et ça va vous fausser les calculs. Vous prélevez le sol, vous prenez une bouteille comme ça, vous mettez dedans, vous remplissez avec de l'eau, vous remuez bien et vous laissez reposer pendant 24 heures. Vous verrez, il y aura des dépôts qui vont se former, en fait. Voyez-vous? Et vous verrez la matière organique qui n'est pas décomposée là-haut. Il y aura ensuite de l'eau transparente. Ensuite, il y aura l'argile. Ensuite, il y aura du limon. Et ensuite, il y aura le sable. Et par rapport à cela, vous pouvez voir quel est le pourcentage de sol, du type de sol qu'on a. En fait, c'est juste pour vous dire que souvent, on n'a pas un sol 100% argileux. Il n'existe pas. Très difficilement d'en trouver. Et on n'a pas un sol 100% sablonneux ou limoneux. Souvent, c'est la jonction de tout cela, en fait. Maintenant, c'est par rapport au pourcentage de sol, de sable ou de limon, qu'on va dire qu'on a vraiment un sol sablonneux, ou on a vraiment un sol limoneux, ou on a vraiment un sol argileux. Alors, donc je disais que, voilà, on a ces trois types de sols. En tant que technicien, retenez, ça c'est plus simple. Bon, moi je retiens pas trop du genre deck, Dior, etc. J'ai du mal avec ça, mais je sais que c'est tous des sols sablonneux, surtout en Afrique de l'Ouest et plus vers est, nord-est, vers le Sahara. Là, c'est vraiment du sable. Et donc, en gros, qu'est-ce qui expliquerait ce sable? Alors, parce que entre deux champs, entre deux voisins d'agriculteurs, il peut y avoir une différence de texture de sol. Vous pouvez voir l'un, il a un sol plus ou moins à tendance
limoneux ou bien sablonneux, et l'autre, son sol aura plus tendance à être argileux. Ça existe des différences comme ça. Je explique par rapport à cela en fait. Tout dépend de la roche-mère. Parce qu'un agriculteur peut se situer sur une roche-mère qui, à l'origine, après s'être désagré, va donner au fur et à mesure du limon, ou bien au fur et à mesure du sable, ou au fur et à mesure de l'argile. Donc cela s'explique ainsi. Donc quand on dit profilage de sol, souvent on en fait, vous faites le profil du sol, c'est-à-dire vous creusez un trou pour voir exactement quels sont les différents compartiments du sol qu'on a. Donc on a plusieurs horizons, mais ce qui nous intéresse en tant qu'agriculteur ou agronome, peu importe, hein, c'est les horizons qui vont de l'horizon 0, l'horizon A, et maximum l'horizon E. Le reste, on s'en fout un petit peu. L'horizon A, c'est là où vous trouvez l'humus. Tout ce que vous apportez comme amendement, c'est cet horizon dont vous trouvez ça. Et c'est souvent sur cet horizon que se fait le travail. Ensuite, on a l'horizon A. C'est là où on trouve la couche arable. La couche arable, c'est la couche qui peut être travaillée, en fait. Et c'est sur cette couche-là où vont se développer les végétaux. Et c'est sur cette couche-là aussi, donc vous voyez, il y a un petit trait qui passe là. On a des micro-organismes qui sont là à l'intérieur. On les appelle souvent ici et donc on les appelle tous de la même manière, mais dans ces types de vers, il y a différents types. Et cela, c'est les amis des agriculteurs en fait, ces vers de terre-là. Il y en a trois. Il y en a des anéciques, des épigées et des endogées. Il y en a qui travaillent la surface de la terre. Il y en a qui font des allers-retours entre la couche arable et la surface. Il y en a qui travaillent horizontalement. Et ça permet d'aérer le sol en même temps. Ça permet aussi, et ils bouffent aussi de la matière organique. Les feuilles mortes, ils les prennent et ils les mettent en bas. Parce que les feuilles mortes, on n'en a pas besoin là-haut. Les racines sont en bas. Donc les feuilles mortes, il faudrait qu'elles se décomposent pour rentrer en bas. Donc ils prennent les feuilles mortes et ils les font rentrer en bas sur la couche arabe, ils les décomposent. Et les racines vont en bénéficier. C'est à peu près comme ça se passe. Donc du coup, c'est vraiment cette partie qui nous intéresse en tant qu'agriculteur. Donc il faudrait faire son profil de sol, voir à peu près comment ça se passe. Souvent, c'est la partie la plus noirâtre. Et donc, si vous voyez là en bas, l'horizon R, là où je disais la couche mère, la roche mère, c'est elle qui détermine vraiment l'origine ou bien la texture de notre sol. Donc au niveau de la roche mère, si on se trouve sur une roche mère qui a plus tendance à, après s'être cassée et après être au contact de tous les contextes pédoclimatiques, donc il va se désagréger. Et au fur et à mesure, il va remonter. Voyez-vous, on peut voir quelques points de la roche mère qui se trouvent au niveau de l'horizon B. En fait, c'est comme ça que ça va monter. Et la terre s'est formée ainsi de suite, au fur et à mesure. Et en se désagrégeant, en rencontrant l'eau, l'air, etc., donc il va se désagréger et va donner notre type de sol. Ce qui veut dire que souvent les gens vont dire corriger le sol. En fait, on ne peut pas le corriger parce que la roche mère, elle sera toujours là en fait. Mais si on dit corriger le sol, mais ce sera corriger le sol momentanément ou bien sur une période assez restreinte. Sinon, notre sol, c'est sable, ça va rester sable jusqu'à vie. Donc il va falloir faire avec. Faire avec, ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions, des stratégies, des leviers agronomiques qui vont nous permettre de pouvoir appréhender et travailler afin de pouvoir obtenir ce que l'on veut de ce type de sol. Sinon, on est voué à la perte. Pareil aussi si on a des types argileux qui retiennent beaucoup l'eau, qui vont asphyxier les plantes, etc., etc. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, hein, on viendra là-dessus. Donc dans ce cas, il faudra aussi éventuellement, comment on appelle ça, essayer de travailler avec, trouver des solutions adéquates pour cela et essayer de voir comment éventuellement travailler avec cela. Donc notre type de sol est intrinsèquement lié avec notre roche-mère, mais elle peut être corrigée sur une correction, sur une durée. Et cette correction ne sera pas à vie. Enfin, on ne peut pas amener, comme par exemple, si on a du sable, moi directement, dès que j'ai de l'argile, je vais penser à ramener du sable pour créer un petit peu de l'air à l'intérieur. Mais il faudra que j'en ramène peut-être tous les 2 ans ou bien tous les 3 ans. En gros, pour vous dire que ça ne reste pas figé, ce ne sera pas un seul apport de sable ou bien une seule correction qu'on va faire. C'est important, si l'agriculteur ne sait pas déterminer son type de sol, c'est important au technicien ou bien la personne qui le suit de pouvoir savoir d'abord quel est le type de sol. Sinon, vous allez le conseiller dans le vide. Ce sera toujours échec caput. Voilà, maintenant, donc si on parle de tout cela, c'est pour, technicien de là-haut, c'est pour aller vers connaître quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de sol. Alors là-dessus aussi, je vais m'arrêter un petit peu. Avantages, inconvénients, points forts, points faibles. Atouts, contraintes, c'est des mots qui reviennent souvent dans des documents et c'est des mots qu'il faudrait savoir en tant que technicien. Donc tout ce qui est avantages, inconvénients, points forts, points faibles, vous mettez ça dans une même catégorie. Et tout ce qui est atouts, contraintes, vous mettez ça de l'autre côté. Je vais m'expliquer. Donc avantages, inconvénients, ça veut dire pareil, point fort, point faible. Ça veut dire que c'est des choses qu'on peut corriger.
Par contre, si on vous dit, si l'agriculteur vous dit, enfin, s'il connaît, ou bien si vous voyez dans un document, on vous dit, c'est un atout, ou bien c'est une contrainte, alors là, dites-vous que c'est mort, on ne peut pas corriger cela. Il va falloir faire avec, parce que ça dépend de la nature, en fait. De la nature. Pour les sables, on va commencer au niveau des sables. Tout ce qui est avantages et inconvénients des sables. On peut y aller. Donc, c'est des sols qui sont faciles à travailler. Ça, on en est tous conscients. Voyez-vous, quand vous êtes dehors avec les râteaux, vous glissez facilement. C'est pas le cas quand vous serez devant de l'argile. Vous allez piquer, vous allez tirer, ça va faire effet contraire. Elles sont aussi d'une grande capacité à absorber l'eau. Vous mettez, enfin, je crois là, vous venez d'arroser il n'y a pas longtemps, mais il n'y a plus d'eau. Donc, les sables retiennent pas du tout l'eau. C'est un atout d'une part, enfin, c'est un point fort d'une part, mais ça peut être un point faible d'une part. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce mot avant de venir là, pour que vous compreniez. Ou bien ça peut être un avantage, un inconvénient quelque part. Donc, ils ne retiennent pas du tout l'eau et ne sont jamais saturés. C'est bien parce que les plantes ont besoin de respirer. Il y a de la respiration au niveau des racines, qui va se faire au niveau des racines. Et il y a de la respiration au niveau des feuilles aussi, lors de la photosynthèse. Donc, si les plantes ne respirent pas, ça va impacter l'autre côté. Elles sont aussi, c'est le type de sable qui se réchauffe facilement. Pourquoi se réchauffer? On va se dire, bah, sinon on risque de brûler nos feuilles. C'est parce qu'en fait, une plante, pour qu'elle se développe, pour qu'elle la levée de la germination, ou bien la levée de la dormance, comme on dit, il faut une quantité de chaleur, en fait. Aujourd'hui, avec la science, la recherche, on arrive à faire des variétés qui peuvent survivre dans des températures de moins 10. Chez nous là-bas, on trouve des variétés de blé qui peuvent survivre dans cette catégorie, parce qu'on était obligé de le faire. Sinon, on n'aurait pas la quantité de chaleur nécessaire pour que le végétal puisse pousser. Donc, des sables qui se réchauffent vite avec le contact de l'eau, de l'air, ça favorise vraiment le développement des végétaux, la levée des végétaux. C'est important. Maintenant, par rapport je suis en avance par rapport à toi. Par rapport aux contraintes, c'est des sables qui absorbent très bien, d'accord, mais derrière, qui ont du mal à faire l'inverse, en fait. Parce que quand on absorbe, d'accord, l'eau, elle descend absorber, c'est vraiment laisser passer, en fait. Et quand on veut maintenant, quand le végétal est là et qu'il veut disposer les racines, ou bien la plante, elle a besoin de cette eau, la différence, enfin, le retour se fait très très difficilement, quasi pas du tout. Donc ça, c'est une contrainte parce que il faudra, vous allez voir, la fréquence d'arrosage d'un agriculteur qui a du sable et la fréquence d'arrosage d'un agriculteur qui a des limons ou bien de l'argile n'est pas pareil. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau sous aussi, ce ne sera pas pareil. Bon, on va dépasser plus. Il y a aussi le fait qu'elles sont dépourvues de matière organique. C'est normal parce qu'elles ne retiennent pas. C'est pauvre, c'est espacé. Et elles sont dépourvues de matière organique. Je donne souvent l'exemple de deux tamis. Un tamis fin et un tamis assez grossier. Donc, vous mettez des nutriments à l'intérieur, de l'eau, enfin, peu importe, tout ce que vous voulez. Le tamis fin, il aura plus tendance à retenir plein de choses. Tandis que le tamis grossier, il aura toute tendance à passer plein de choses. Il sera vide et l'autre sera assez riche. Donc c'est pareil. Le plus riche, c'est celui qui va alimenter plus les végétaux. Concrètement, c'est plus simple comme ça. Il y a le fait que aussi, les sols sableux, sèchent rapidement et les apports en eau, comme je disais tantôt, devront être plus fréquents. Sinon, on aura des stress hydriques pour nos végétaux. Là, je viens juste de les enlever il n'y a pas longtemps, mais là, ça se voit qu'ils commencent à faire la tête parce qu'il y a au moins un stress hydrique qui va se faire voir dans pas longtemps. Donc, c'est normal, ils réagissent comme ça. On peut passer sur les limons. Donc, pour les limons, comme je disais tantôt, c'est parmi les meilleurs types de sols qu'un agriculteur peut rêver, vraiment. Donc, les limons, ils ont des avantages et très peu d'inconvénients, on va dire. Donc, c'est des sols qui... en fait, j'ai oublié l'autre partie là. Pour les sols sableux, j'ai oublié cette partie là. Pour les sols sableux, ceux qui ont des sols sableux, il faudrait plutôt privilégier, niveau stratégie de légumes ou bien de culture à mettre dessus, il faudrait plutôt privilégier des légumes à racines en fait. Parce que les légumes à racines, ils poussent dans le sol. Et ils n'auront pas beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à fournir pour fendre le sol ou bien pour grossir dans le sol. Tandis que quand on sera sur des sols argileux, ce sera plus compliqué pour des légumes en racines. Et des légumes, des végétaux qu'il faut éviter, c'est des végétaux qui sont exigeants en sol riche en fait. Des végétaux qui sont du genre tomates, aubergines, des trucs comme ça. C'est des végétaux souvent très exigeants. Et si c'est possible, et que l'agriculteur, par rapport à la loi du marché, parce qu'on respecte le marché, il y a souvent des attentes. On peut produire quelque chose alors qu'au niveau du marché, c'est déjà blindé.
Donc, notre production ne va pas passer, aura du mal à passer, je veux dire. Tandis que quand on joue sur la loi du marché et la stratégie de pouvoir orienter nos productions et que c'est possible de pouvoir produire par rapport à son type de sol, il vaudrait mieux faire cela. Donc, pour les types sol sable, c'est pas, je ne parle pas de celui-là. Hein. Pour les sols sable, la précédente diapo, il faudrait plutôt privilégier tout ce qui est carottes, poivrons, enfin, non, carottes, pommes de terre, betteraves, des trucs comme ça. Parce que ça ne nécessitera pas beaucoup d'énergie à la plante. La plante, elle dépense de l'énergie pour pouvoir faire des fruits. Donc, quand le sol est compact dans le cas de sol argileux, elle va dépenser beaucoup d'énergie pour faire les fruits. Il faudrait déjà qu'elle puisse fendre le sol, arriver à fendre le sol et que le fruit puisse se développer. Sinon, à la fin, on a des fruits très rikiki en fait. Et au niveau des marchés, ça ne paye pas. Voilà. Donc, je disais, ce qu'il faudrait éviter, c'est les cultures qui sont exigeantes en nutriments. Sinon, il faudrait que l'agriculteur arrive à gérer sa gestion de fertilisation de son sol de tel point à garantir que son sable puisse être riche tout le temps. Voyez-vous? Donc, pour les sols limoneux, là, j'arrive à ça. N'avancez pas, restez là. Bon. Donc, c'est des sols qui ont très bon signe de fertilité, comme je disais tantôt. Et c'est des sols aussi qui sont également très faciles à travailler et légers. Donc là, voyez-vous, ils ont en plus de ce qu'ont les sables, parce que les sables sont faciles à travailler et sont légers. Ils ont en plus de cela, c'est des sols très fertiles. Voyez-vous, donc ils ont un plus par rapport à l'autre type de sable. Et ils se réchauffent facilement, encore. Ils ont la même chose que le sable. Par contre, le sable n'est pas très fertile souvent. Voilà. Et c'est des sols qui possèdent aussi une bonne capacité à laisser couler l'eau. Pareil pour le sable. Donc voyez-vous, là, il domine d'un cran le sable, parce qu'il est fertile. Et c'est la fertilité qui joue surtout, en fait. Et par rapport à tout ce qui est inconvénient qu'on peut leur apporter, c'est des sols qui se tassent facilement. Vu que leur texture la structure des graines de limon sont très fines, ils se tassent très rapidement une fois essuyés. Ce qui veut dire qu'il faudrait que l'agriculteur essaie de faire attention au passage des engins ou bien du matériel agricole ou bien même avec ses pieds en fait. Quand une fois on travaille la terre avec du limon et qu'une fois que c'est mouillé, il faudrait éviter de faire plusieurs passages dessus. Facilement on peut tasser le sol. Et quand le sol est tassé, aussi pareil, les végétaux ils auront du mal à pousser là-haut. Il faudrait qu'ils dépensent un surplus d'énergie pour pousser. Imaginez-vous, vous mettez une graine d'arachide. Vous savez que dans les cotylédons se trouvent les albumènes. Dans les cotylédons se trouve l'énergie nécessaire pour que la plante puisse grandir. Une fois que les plantes sont sur place et que on a un sol hyper tassé, la graine elle va user ses réserves. Et avant de pousser, elle va être chétive. Je donne l'exemple concret. On a deux personnes. Une personne qui est très malade, très souvent. On en a très souvent, on en voit très souvent dans nos sociétés. Et une personne qui est bien portante. Souvent, la personne qui est très malade, vous voyez, elle est petite de taille. Elle est trop fine. Et pourtant, elle peut être née de le même jour avec l'autre personne qui est assez grande. Parce que son corps a utilisé beaucoup de son énergie qu'elle avait pour pouvoir se maintenir en vie, en fait. C'est simple. C'est pareil avec les végétaux. Ne cherchez pas de midi à 14 heures quelque part. Donc, pareil. Donc, si on force nos végétaux à prendre toute leur énergie pour pouvoir se développer ou bien pour pouvoir sortir, à la fin, ça va donner de petites tiges et toutes rikiki, en fait. Et il faudra derrière suivre avec les apports et le cycle ne nous attend pas, en fait. C'est simple. Et donc, par rapport aussi au sol sable limoneux, donc ils peuvent perdre facilement leur fertilité dans le temps. Surtout avec tout ce qui est érosion éolienne, hydrique, etc. Donc ça, c'est d'autres stratégies que l'agriculteur pourra mettre en place pour éventuellement voir comment faire. Et c'est des sols qui prennent tout type de culture. C'est pour ça que je disais, un agriculteur ne peut pas rêver mieux que ça, en fait, des limons. Voilà, on peut passer à l'autre. Donc pour les argiles, par contre, c'est des sols qui retiennent mieux. Alors, ils retiennent mieux les éléments minéraux. Voilà. Donc, elles sont ainsi facilement disponibles pour les plantes. On revient toujours sur le même exemple des deux tamis, en fait. Les argiles, c'est le type de tamis très fin, en fait. Et il y a toujours la disponibilité des éléments minéraux qui sont là pour les plantes. Il y aura l'eau, il y aura tout à côté. Il y a aussi le fait qu'ils retiennent bien l'eau par rapport aux autres types de sols. Donc, ça, c'est toujours ils retiennent même trop, même, je dirais, trop même. Ils retiendront plus que ce qu'on leur demande en quantité d'eau, parce que là, après, ils risquent parfois d'asphyxier les racines des plantes.
Et également, l'argile aussi a également la particularité de retenir la matière organique. C'est pareil. On revient toujours les deux tamis. Plus c'est fin, plus on retient de la matière organique, plus on retient des nutriments, plus on retient des éléments chimiques aussi, éventuellement. Et au niveau de leur, des aspects négatifs des points faibles qu'on peut leur amener, c'est qu'ils sont compacts et collants. Là, le gars qui s'embourbe avec sa machine, on sait déjà qu'il est dans une terre à peu près plus ou moins argileuse et humide en plus. Donc, il ne faut jamais conseiller à un agriculteur qui vit dans ma zone, on a de l'argile, il ne faut jamais lui conseiller d'aller dans les champs juste après la pluie. Il va se fatiguer pour rien. La machine va s'embourber, il va se fatiguer, il va beaucoup creuser, rien du tout. Donc, en gros, ce sera cela. Et ensuite, c'est des sols qui sèchent très vite et peuvent devenir très durs quand ils sont secs à la fin. Nous, on a souvent ce genre de problème. On appelle ça la croûte de battance, en fait. Le sol est craquelé, dur, sec à la surface. Et quand tu as eu la malchance de planter au début, avant que la pluie passe, et qu'ensuite tu as cet aspect craquelé de la surface, tes végétaux vont avoir du mal à pousser. Ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour pousser. Et à la fin, ce sont tes rendements qui vont se casser la tête. Donc, ce sera ça. Et souvent, les agriculteurs, ils ont trouvé la stratégie, ou bien on va dire ceux qui sont dans l'agriculture mécanique, ils ont trouvé la stratégie d'avoir des petits engins qui vont juste gratter le sol pour juste éméter le sol légèrement pour que ça puisse repartir tout seul. Donc, c'est le type de sol où il faut plutôt privilégier des cultures dont l'utilisation elle est plutôt aérienne, tu vois. Tout ce qui est choux, betterave et aubergine aussi si vous voulez, parce que c'est des sols très riches. Donc, les tomates aussi si vous voulez. Et les plantes à éviter dans ce type de sol, c'est tout ce qui est culture à racines. C'est ce que je disais tantôt. Maintenant, c'est pas forcément qu'on a des racines. Enfin, c'est pas forcément qu'on a de l'argile, qu'on doit coûte que coûte ne pas faire des cultures à racines. Non. C'est d'où l'intérêt de pouvoir savoir comment corriger son sol pour pouvoir, avec cette stratégie, cultiver d'autres cultures. Sinon, on va rester tous les ans sur des cultures choux, aubergines, tomates. Ça va pas finir. Ça ne paye pas derrière l'agriculteur. Alors, corriger son sol maintenant. Comment? Voilà. Donc, comment corriger son sol? Il y a plusieurs types de corrections. Il y a la correction par rapport à l'amendement. L'amendement, en gros, c'est ça. Comment corriger son sol? Un sol qui est défectueux, bien, qui manque certaines propriétés, et comment arriver à le corriger, en fait. C'est juste ça, l'amendement. Donc, on a différents types d'amendements. On a des amendements organiques et on a des amendements aussi minéraux. Donc, par rapport aux amendements organiques, on peut trouver des engrais organiques. Et qui parle d'engrais organiques, là, j'ai pris un exemple, je ne sais pas si vous verrez, on en parlera. Les amendements organiques, c'est tout type d'amendements qui proviennent d'origine végétale. Que ce soit mangé par les bœufs et ensuite qu'on utilise les déchets les bousses des vaches, ou bien que ce soit d'origine végétale, des plantes qui sont mortes ou bien qui ont été déjà récoltées et qu'on coupe une partie et qu'on laisse une autre partie sur le sol, ou bien que ce soit des légumineuses. Parce que l'objectif de tout cela, des engrais organiques, retenez qu'il n'y a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir avoir de l'azote pour les plantes. Voilà, excusez-moi. C'est de pouvoir avoir de l'azote pour les plantes. Maintenant, là, on a une légumineuse. Et ce qui est là en bas, là, les points rouges là qu'on voit là, c'est ce que j'ai voulu montrer par là. Je ne sais pas trop si je vais faire passer. Sur ce type de plantes, on les appelle des fabacées. Enfin, ils sont des fabacées. Et c'est des légumineuses en gros, comme on les appelle. Et ils ont des nodosités. Ces nodosités, ce n'est pas de la maladie. Et je me rappelle, il y a 2 ans, quand je suis passé, j'ai demandé à un étudiant, il me dit, ils sont malades. Je lui ai dit, non, ils ne sont pas malades. Ça, limite, c'est très bon. C'est une symbiose, en fait. C'est une bactérie. Et cette bactérie, elle est en symbiose avec la plante parce que cette bactérie, elle a la capacité de fixer l'azote de l'air. Et vu qu'elle fixe l'azote de l'air et que la plante, elle en a besoin, donc du coup, il met en disposition l'azote de l'air à la plante et la plante va se développer. Donc, quand on a des légumineuses, la stratégie, c'est qu'il ne faudrait pas trop amener de l'azote, en fait. Ils n'en auront pas trop besoin. Peut-être autre chose. Donc, après, vous pourrez voir, c'est des bactéries, donc, et à l'intérieur, les petits graines là qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des nodosités. Et souvent, quand on voit ça, c'est souvent très bien. Là, il y en a très peu, très peu, vraiment, parce qu'on était en présence de sable. Mais si on était en présence de limon, vous en verrez de très gros petites graines de nodosité qui témoignent vraiment de la bonne activité microbiologique du sol. Voilà. Donc, le tout va former l'humus et l'humus va être utilisé par les plantes. Donc, et le point positif des engrais organiques, c'est qu'ils minéralisent dans le temps. Voyez-vous, la plante, c'est comme une personne. On est appelé à mourir un jour ou l'autre, les sujets qui fâchent. Et dans notre vie, on doit manger peut-être par exemple, on va dire, 10 tonnes de nourriture durant toute notre vie.
Mais ces 10 tonnes de nourriture, on ne va pas les manger d'un seul coup. On est d'accord? On va manger cette nourriture au fur et à mesure que l'on grandit par rapport à nos besoins. C'est pareil pour la plante. La plante, elle a besoin de nourriture. Elle a besoin de, de nutriments, d'une alimentation équilibrée, on va dire. Mais elle ne va pas utiliser ça tout d'un coup. C'est ce qui fait défaut quand on parle d'engrais chimiques, en fait. Les engrais chimiques ne peuvent pas se minéraliser dans le temps. Ils se minéralisent d'un coup. Si vous apportez de l'engrais liquide d'azote, de l'azote liquide ou bien des graines, il va se minéraliser tout de suite. Alors que la plante, elle a un cycle à respecter. Et en fonction de ce cycle, de chaque cycle, elle va puiser les éléments nécessaires pour pouvoir se développer. Donc, d'où l'intérêt de, comment on appelle ça, des engrais organiques. Après, il y a aussi tout ce qui est amendement minéral. Amendement minéral, c'est tout ce qui part au niveau du pH du sol. Donc, parfois, si le pH du sol, si on veut corriger le pH du sol, on peut ramener soit de la chaux quand on veut augmenter le pH du sol, parce que le pH équilibré ou bien idoine, il ne faudrait pas qu'il dépasse 5-6 pour la plupart du temps. Pour 6, c'est bien. 6, c'est vraiment bien. Et il ne faudrait pas qu'il dépasse trop cet intervalle pour les végétaux. Sinon, à un moment donné, et même au niveau du sol, ça va bloquer même le développement de, enfin, comment on appelle ça, la minéralisation de certaines molécules chimiques du sol, et aussi ça va bloquer parfois le développement de la plante parfois. Donc, et quand on a des sols sableux, et ça il faut le savoir, il faut soit prendre un pH mètre liquide, extra, ou bien avoir la machine du pH et plonger ça dans le sol pour voir après quelle teneur on a dans le sol. Parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille le sol, au fur et à mesure qu'on met certaines cultures qui vont aussi, eux aussi, laisser à disposition sur le sol certaines substances qui vont soit avoir tendance à s'acidifier plus ou bien à se basifier, il faudra que l'agriculteur corrige son sol. Et je pense qu'il y a très peu qui vont se dire qu'à chaque année, ils vont essayer de vérifier le pH de leur sol. Et parfois, ils le font pas, et derrière, ils râlent tout le temps de dire que bon, le rendement, ça suit pas, ça suit pas. C'est en fait, on peut pas avoir des champs et aller s'asseoir chez soi, quoi. C'est pas possible. Il faut tout le temps travailler dessus. Et ou bien du sulfate pour acidifier un petit peu le sol quand les sols sont très basiques. En gros, c'est ça. Alors, donc, on peut passer. Hein. Là, on a fini. J'ai essayé de faire vraiment un topo très rapide par rapport à tout ce qui concerne le sol. Et maintenant, on va passer plutôt à la nutrition du sol, mais en passant d'abord par les végétaux. Donc, si on comprend bien, en résumé, on a différents types de sols, 3 principalement. Et on a, par rapport à chaque type de sol, on a des avantages et des inconvénients. Et ces avantages et inconvénients peuvent être corrigés, d'une part, si on connaît à peu près qu'est-ce qu'il faut apporter à ce sol. Et pour connaître qu'est-ce qu'il faut apporter à ce sol, la première chose, c'est d'abord connaître son type de sol. Et c'est de voir qu'est-ce qui nous manque sur ce type de sol. Et ça, les végétaux nous le disent facilement. Dès qu'on met des végétaux, on peut savoir qu'est-ce qui manque sur ce sol, ou bien faire des analyses au labo, rapidement. Normalement, chez nous, on fait des analyses à chaque début de campagne pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est en matière organique dans le sol. Si on a un pourcentage de 1,3, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, c'est toujours ça qu'il faut faire, ou bien amener ça au labo, voilà, comme je dis, pour que les techniciens ou bien les analystes puissent vous dire votre sol, il y a ça et ça et ça. Ou bien il manque ceci, cela et cela. Alors, pour les cultures. Donc, les cultures, on sait que c'est la jonction des 3 choses-là qui peuvent nous donner peut-être un très beau pied de tomate comme ça. Ça, c'est trop rêvé par contre. Voilà. Donc, du coup, il nous faut de la lumière. Il ne faut pas, c'est pas forcément du soleil qu'on a besoin, mais juste de la lumière pour que les végétaux poussent. Maintenant, la lumière, avec tout ce qui est réchauffement climatique, énergétique, les coûts énergétiques, on ne va pas s'amuser à aller prendre des torches et mettre dans nos champs. Non, le soleil est là, c'est gratuit. Voilà. Il y a aussi le fait d'avoir besoin de l'eau. Pourquoi la lumière d'abord? Parce qu'en fait, il y a l'eau. L'eau, c'est soit la pluie nous donne, soit on arrose. Et la pluie nous donne, c'est bien, soit on arrose, mais aussi arroser, ça a un coût. Et savez-vous qu'une plante, elle peut transpirer un gros arbre là, des arbres vraiment très très grosses là, peuvent transpirer en gros des centaines de litres en 24 heures. Ça se voit pas et c'est gratuit. Voyez-vous? Et ces centaines de litres en 24 heures, c'est juste pour revenir un petit peu sur le processus de l'eau en fait. Cette eau, on dit que l'eau qui quitte les mers, les fleuves, etc., va s'évaporer et va se condenser dans voilà, tout ce tralala. Et ensuite, cette eau va, voilà. Mais les arbres, pourquoi on dit ramener les arbres, et cela veut dire ramener la pluie, l'explication est là. Les arbres
peuvent transpirer. Il y a transpiration, il y a évaporation. Évaporation, ça dépend du sol. La transpiration, elle dépend directement de la plante. Donc, les plantes vont transpirer, peuvent transpirer des centaines de litres en 24 heures. Et ces centaines de litres, c'est des molécules très légères d'H2O, d'eau, qui vont flotter dans l'air et qui vont se rejoindre et qui vont former des nuages avec l'eau qui vient des mers et l'eau qui vient des fleuves, etc., pour pouvoir vraiment donner la pluie. Donc, on ramène les arbres, on ramène la pluie. C'est simple. On casse les arbres, on diminue forcément la pluie. C'est simple. Il n'y a pas de solution génique, sorcière là-dedans. Et par rapport maintenant aux nutriments, ouais. Ah, là, tu es en avance, là. OK. Donc, après, il y a les nutriments. Donc, les nutriments, ils sont déjà dans le sol. Mais, après avoir cette plante, pour qu'elle puisse arriver à cette taille, elle a dû puiser des nutriments dans son sol. Et l'endroit où elle a puisé des nutriments, ces nutriments ne vont pas revenir forcément là-dessus. Donc, ce qui veut dire que les nutriments, au fur et à mesure qu'on travaille notre sol, au fur et à mesure que l'on fait des campagnes, il va en manquer dans le sol. Et donc, d'où l'utilité de pouvoir ramener au fur et à mesure des nutriments. Donc, c'est là-dessus. Et les nutriments, on dit souvent NPK, c'est les 3 majeurs. Ensuite, il y a les nutriments mineurs. Et ensuite, il y a des oligo-éléments. On les retrouve tous dans le sol. Cette plante, quand elle va se décomposer, elle va donner forcément de la matière organique. Cette matière organique va être transformée en matière minérale qui est assimilable par la plante. Parce que la plante, en tant que telle, ne peut pas... Attends, je mets ça sur le sol et je mets ça, ma plante, elle ne va pas consommer ça. Ma plante ne va jamais consommer ça. Mais dans le temps, elle peut consommer quelque chose qui vient de ça, en fait. C'est la matière organique qui a été décomposée. Et c'est ça, avec ça qu'on fait tous ces différents types de muscles, en fait. Ces différents types de matière organique. Donc, en gros, et pourquoi l'azote joue un rôle primordial? Parce que l'azote joue un rôle primordial parce que c'est l'un des molécules les plus importants pour faire de la protéine. Savez-vous que pour faire une protéine animale, de la viande, comme le schéma du début, pour faire une protéine animale, il faut 3 protéines végétales. Pour arriver juste à faire de la viande qui a une protéine, il faut déjà 3 protéines végétales. C'est pour ça l'agriculture, on ne peut pas vivre sans. C'est pas possible en fait. Et les protéines sont à la base de tout composé de matière vivante en fait. Une personne qui vit a des protéines. Ou bien on est en manque de protéines pour les sportifs, on leur dit il faudrait prendre de la viande blanche pour avoir des protéines, ou bien manger de la viande, etc. Ou bien manger beaucoup de végétaux. Sans ces protéines, on est mal barré. Donc, et les végétaux nous donnent ces protéines. Et ces protéines, pour les avoir, il va falloir que ces végétaux soient bien nourris derrière. Donc, on a 3 éléments majeurs qui vont nourrir nos végétaux. On a déjà nourri notre sol, enfin, on a déjà expliqué comment comprendre notre sol, comment arriver peut-être à le corriger. Maintenant, parmi les choses qu'il faudrait corriger dans le sol, il y a l'azote, il y a le phosphore et il y a le potassium. Le N comme azote, le phosphore et le potassium. Et vous voyez bien que l'azote, il agit sur le développement végétatif des plantes aériennes et c'est souvent le premier qui arrive. Quand vous achetez un engrais chimique, on vous met 10, 20, 20, 15, 20, 20 ou 15, 10, 10. C'est en fait le pourcentage d'azote, de phosphore et de potassium dans cet engrais. Donc, pour le technicien, l'intelligence voudrait que quoi? Si il met des légumineuses, on sait que les légumineuses n'ont pas trop besoin d'azote. Tu ne vas pas demander à l'agriculteur de prendre de l'engrais 80, 20, 20. Il faudrait peut-être plutôt aller à lui dire de prendre un 10, 30, 30. C'est juste ça en fait. Il faut juste réfléchir dans ce sens-là. Et l'azote aussi joue aussi un rôle important dans la photosynthèse. C'est pour ça qu'il revient vraiment très très souvent et qu'on dit souvent, sans azote c'est mort. Mais sans les autres aussi, ça va être compliqué de se développer très rapidement. Il y a aussi le phosphore qui agit aussi sur le développement des racines et sur la floraison et tout ce qui est reproduction et fructification. Donc, si on veut avoir beaucoup de fruits, parce que une bonne floraison, c'est éventuellement, après pollinisation par le vent ou par les abeilles ou par l'homme, éventuellement, ces plantes fécondées vont donner beaucoup de fruits. Donc, si on veut vraiment avoir une fructification et une bonne reproduction derrière, il va falloir aussi jouer sur le phosphore. Si l'agriculteur vous dit tous mes fleurs tombent tout le temps, j'ai des problèmes de fructification, pensez à ça. Voilà. Potassium aussi, c'est pareil. Il agit sur les fleurs. Ah, je crois que M. Fall, il serait content. Donc, vous qui travaillez au niveau des fleurs, sachez que bon, pour avoir de belles fleurs aussi, il faudrait jouer sur le potassium. Et les fruits, les bulbes, les légumes, les racines qui jouent dans ce sens-là. Donc, en gros, le technicien doit savoir ces petits paramètres-là et essayer de jouer un jeu d'équilibre, en fait, après, pour pouvoir donner un bon conseil derrière. Je reviendrai sur l'azote parce que principalement, c'est ça qui m'intéresse, sur la gestion de la fertilité interne et interne. Voilà.
Il y a aussi le magnésium qui joue aussi un rôle important dans la photosynthèse, donc ça revient toujours à cela. Et le soufre qui est nécessaire à tout ce qui est croissance de la plante et joue un rôle dans le métabolisme des plantes. Donc, vitamines, ça c'est autre chose. Ensuite, il y a les oligo-éléments qu'on retrouve vraiment en très fine quantité dans le sol. Les oligo-éléments. Donc, c'est tout ce qui est bore, le zinc, on va se dire, zinc, pourquoi? Mais si, les plantes utilisent le zinc, molybdène, cuivre, manganèse, etc. Donc, c'est des éléments dont la plante aura besoin juste pour fignoler, on va dire, son cycle, clôturer le cycle en beauté, on va dire. Donc, les éléments majeurs, il faudrait toujours s'assurer à les avoir dans notre champ. Quand je parle du champ, c'est dans le sol, en fait, pour mettre ça, pour que les végétaux puissent avoir ça à disposition. Et tout ce qui est éléments secondaires aussi, éventuellement, on doit s'assurer à les avoir même à moitié si on peut, ou sinon totalement. Et tout ce qui est bore, zinc, fer, etc., ça, souvent, c'est le sol qui nous le fournit, en fait, par rapport à tout ce qui est minéraux qui se trouvent dans le sol, etc., donc qui se décomposent au fur et à mesure. La plante en prend, va en utiliser à très fine quantité. Maintenant, je disais tantôt, je vais m'attarder plus sur la gestion de la fertilité azotée, parce que souvent, c'est là où le bas blesse. Les agriculteurs ne savent pas comment faire pour gérer leur stratégie de fertilisation azotée, pour avoir de l'azote sur leur champ durant très longtemps, pendant très longtemps. Et donc, c'est souvent pourquoi ils font recours à ces engrais organiques. Là, on a, comment on appelle ça, de l'engrais de viande de volaille, je crois. Et là, on a des engrais d'origine mouton. Ouais, du fumier de mouton, enfin des bousses de mouton. Et là, on a du gazon. On avait les deux types de gazon. Donc là, on a deux types de gazon. Donc maintenant, pourquoi la stratégie de gestion azotée? Parce qu'en fait, on peut soit apporter de l'azote liquide, enfin de l'azote chimique, et cet azote va se minéraliser très rapidement. Et à chaque fois, il faudra en ramener. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudra faire plusieurs apports fractionnés dans plusieurs cycles, après trois fois durant le cycle, ou bien 4 fois par rapport aux besoins de la plante. Maintenant, quand il s'agit de ces engrais, de ces engrais organiques, on ne va pas vous dire de faire ça de plusieurs apports fractionnés, mais de savoir quel type de matière organique mettre sur la culture qui va pouvoir éventuellement vous intéresser et intéresser la culture. Pourquoi? Je m'explique. Je vais expliquer. Là, c'est une stratégie. Allez-y. Par rapport à cela, c'est la matière organique, la gestion de la matière organique. C'est bien beau de savoir les stratégies, à quel moment faire. C'est bien beau de garder tout au long de notre des campagnes d'avoir de l'azote dessus, mais comprendre comment en fait cet azote va être géré. Si on va mettre une culture pérenne, une culture pluriannuelle, ou bien une culture qui va durer 3 mois, une culture qui va durer 6 mois, c'est pas pareil. C'est la stratégie qui va venir là. Donc du coup, tout ceci dépend de la comment on appelle ça, du rapport C sur N qui se fait. Le rapport C sur N, c'est, pour faire simple, il y a une définition, machin comme ça. C'est très simple. C'est en fait la quantité d'azote qu'il faut pour pouvoir dégrader le carbone. C'est fait en carbone. On est fait en carbone. Il y a plein de choses qui sont faites en carbone. Et la quantité d'azote qu'il faut que les bactéries, parce qu'il faut savoir que pour que ce soit dégradé, une fois, l'année dernière, j'aime bien donner cet exemple, il y a cela 2 ans, j'ai vu les étudiants faire du fumier. C'était même le 8 février précisément, je me rappelle. Aujourd'hui, j'ai eu des stories de mon drive et ça montrait les photos d'avant. Le 8 février, il y a cela 2 ans. Ça se fait. Maintenant, pour l'agriculteur qui est là, moi, si je suis un agriculteur et que j'ai des cultures qui vont peut-être durer 1 mois, j'abuse, hein, je vais préférer peut-être prendre de la matière organique d'origine avec ce gazon parce qu'il va être très rapidement minéralisé. Tu peux y aller, hein. Moi, je suis en train de parler de l'eau de diapo là. Voilà. Il va être très rapidement minéralisé. Et cette minéralisation va permettre d'avoir de l'azote disponible pour la plante, pour que la plante puisse se développer. Maintenant, est-ce que stratégiquement, je dois prendre le même amendement pour une culture qui va durer 1 an? Ah ben non, je vais être dans la galère après. Parce que celui-là, il va me donner de l'azote peut-être, les premières semaines, après c'est fini. Alors que moi, j'ai un cycle à respecter et les végétaux ont un cycle à respecter et qui doivent se nourrir durant tout ce cycle. Ce qui nous ramène à ce même coefficient C sur N. Et donc, il y a différents types de coefficients par rapport à la matière qu'on a. L'urine, il est riche en ammoniac. Aujourd'hui, il y a des essais qui se font et on utilise l'urine des hommes pour pouvoir fertiliser derrière.
Et c'est gagnant-gagnant. C'est traité à fond, mais c'est gagnant-gagnant. Et c'est des recherches très bien qui se développent assez bien pour éviter d'utiliser toujours de l'ammoniac, enfin de l'azote d'origine qui a été faite à base de pétrole, réchauffement climatique, tout ce qui est ressources non renouvelables, etc. Tous ces paramètres-là, il faudrait les gérer. Donc aujourd'hui, c'est utilisé. Donc il y a aussi le jus de fumier. Je vais vous donner quelques exemples de C sur N pour juste que vous voyez. Le jus de fumier. Le liquide qui sort du jus de fumier, il a un C sur N de 1,9. Ce qui veut dire que lui, tu le mets sur le sol, peut-être 2, 3, 4 jours après, soit la plante utilise, soit ça part. Rapidement. Donc, il y a aussi les urines qui ont un C sur N de 0,7. Il y a le gazon qui a un C sur N de 10. Ces gazons-là, ils ont un C sur N de 10. Et il y a aussi les fientes de volaille qui ont un C sur N de 10. Et souvent, regardez, on a 3 balances. Quand notre rapport C sur N est compris entre 8 et 12, on est bien. On est équilibré. Quand notre rapport C sur N est inférieur à 8, ce qui veut dire que le stock de minéralisation, c'est un stock rapide en fait. On n'aura pas assez de stock. Ça va être très rapidement minéralisé et les éléments nutritifs soit vont devoir être consommés par la plante aussitôt, soit la plante le perd. Et ça part en lixiviation, nitrate, pollution, nappe phréatique, problème. Il y a soit celui qui est compris entre 8 et 12, qui va permettre un développement de l'activité microbienne équilibrée dans le temps. Donc, je disais, il y a de l'azote disponible maintenant et très peu de temps. Vous suivez ma logique. De l'azote, là, on est en face de l'azote disponible maintenant pendant très peu de temps. Là, on a de l'azote disponible maintenant pendant très longtemps. Et là-bas, on a de l'azote disponible après pendant très longtemps. Et tous ces trois-là, c'est des stratégies qui vont rentrer dans quel type de pollution vous faites en fait. On ne peut pas utiliser ça pour une culture qui va durer pendant toute une année. On va très vite arriver en carence. Celui-là, c'est le plus ou moins équilibré pour tout type de culture. Maintenant, il faut savoir, est-ce que je vais mettre celui-là, si je vais mettre une culture qui dure 1 mois, est-ce que je vais prendre celui-là? Non, je ne vais pas le faire. Je vais préférer aller de l'autre côté pour juste nourrir mes plantes pendant le temps nécessaire qu'ils vont prendre. Et en plus, c'est bon. Sinon, je risque de mettre mes cultures, je vais même les récolter et il y aura toujours de l'azote en gâchis dans le sol. Et il y a l'autre cas, quand c'est souvent tout ce qui est BRF, c'est du bois ramialement fragmenté. Ce type de bois, ils ont un C sur N supérieur à 12. Ça veut dire qu'ils vont donner de l'azote au sol après, pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça se fait. Et souvent, le BRF de ces bois ramialement fragmentés, il est souvent de 60 ou bien même de 100 parfois. Parce que ça peut aller jusqu'à 100. Même dépasser 100, oui. Ouais. Du coup, en gros, il y a tout ce qui est papier. Le BRF, le papier normal. Le BRF du papier normal, tu laisses sur le sol, il est de 150. Ça ne va pas se dégrader aussi rapidement, en fait. Parce que, en fait, c'est parfois aussi par rapport à la préférence des micro-organismes qui vont dégrader ces matières organiques. Donc, en gros, ce que je disais encore, je me suis perdu ce mot. Donc, en gros, si on a un BRF, un rapport carbone sur azote qui est très, très, très supérieur par rapport à 12, qui part dans les 15, 16, 17, il faudrait plutôt essayer de voir par rapport à la stratégie comment faire pour éventuellement essayer de réguler cela. Maintenant, la stratégie de la régulation dans ce sens-là, elle est la suivante. Si dans mon champ, je n'ai pas de fumier, je n'ai rien, il faut s'adapter par contre par rapport à cela, et que j'ai du bois. Pourquoi c'est problématique? Parce que quand je mets de la grosse matière organique qui va prendre du temps à se décomposer, quand je mets ce type de matière organique et que je mets mes plantes, il y aura une compétition directe qu'on va voir. Et les agriculteurs vont dire, ouais, j'ai mis tant de tonnes de fumier, de lisier de vache, machin comme ça, ouais. Mais j'ai toujours du mal avec mes plantes parce qu'elles me font tout le temps la gueule. Mais il faut voir quel type de fumier tu as mis en fait. Parce que si tu mets, c'est pourquoi on dit souvent il faut apporter du fumier mûr ou bien semi-mûr, bien décomposé, c'est juste cette technique. C'est juste dans ce sens-là. Il faudra, dans ce sens-là, je reprends l'exemple, quand je mets cette plante coupée en plusieurs, fragmentée, que je mets ça sur le sol, ensuite je ramène mes végétaux que je sème, il y aura une compétition directe. Eux, ils vont avoir besoin, pas les fabacées non plus, mais les végétaux vont avoir besoin de l'azote. Et les micro-organismes, les bactéries qui vont dégrader ça, auront aussi besoin de l'azote. C'est là où naît la compétition en fait. C'est pourquoi il faudrait préférer ramener dans ce sens-là de la matière organique qui va être rapidement décomposée par les bactéries
et eux, ils vont avoir leur part du marché, et comme ça, la plante va prendre sa part du marché. Sinon, on risque de créer cette compétition et la plante va faire la tête pendant très longtemps. Donc, si on est dans l'autre cas là-bas, dans le cas du rapport C sur N qui va être très important, il faudra s'assurer derrière que le stock d'azote du sol est assez important. Aujourd'hui, en France, ils le font. Les BRF, ils étalent du bois ramialement fragmenté sur des surfaces et des surfaces. Mais avant cela, ils s'assurent vraiment que le sol est assez riche en apport. Et une de mes collègues, elle a eu un essai pareil. Mais l'agriculteur s'est cassé la tête dans cette campagne, sur cette campagne parce que ces cultures n'ont pas eu un bon rendement. Et l'explication était la suivante, c'était parce qu'il y a une compétitivité énorme entre les bactéries qui vont dégrader la matière organique qui n'avaient pas l'azote nécessaire pour dégrader la matière organique et les bactéries et les plantes en fait. C'est toujours ça. Il faut toujours un jeu d'équilibre dans ce sens-là. Et pourquoi on vous dit que le fumier de volaille est bien, voyez-vous, le pourcentage en azote, en phosphore et en potassium qui se trouve dedans, en fonction du type de fumier. Donc, si vous dites qu'en fonction du type de fumier et en fonction des besoins de chaque type de plante, on peut éventuellement voir si notre plante si on ne ramène pas de l'engrais chimique, je veux dire, hein, moi je suis pas très pour, enfin, si on ne ramène pas de l'engrais chimique, on peut utiliser le fumier de volaille. Éventuellement, si notre végétaux a des besoins énormes en phosphore et potasse, ça passe. C'est pour ça le fumier de volaille, on dit qu'il passe partout. Le lisier de porc aussi est super bien. Sauf que c'est liquide parfois, c'est très très liquéfié. Et quand c'est liquéfié, il faudra que ça soit capté rapidement parce que ça part très vite. Ça peut être lixivié très 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 rapidement. Le bovin, tout ce qui est caprin, ovin, aussi pareil. Donc en effet, tout se joue sur ce rapport C sur N. Il faudra d'abord connaître quel type de matière organique on va mettre dessus et ensuite connaître son rapport C sur N, ça se retrouve facilement sur Internet, et j'ai pas tout en tête, hein. Et aussi connaître les besoins de la culture éventuellement. Et donc, quand vous allez faire un conseil par rapport à cela, vous irez éventuellement voir l'agriculteur, il va vous parler de tout son tralala, enfin, il va vous parler de l'historique. Il faut toujours lui demander l'historique de sa parcelle. Vous n'êtes pas directement poser des questions à l'agriculteur, qu'est-ce que vous avez besoin? Demandez-lui qu'est-ce qui se faisait avant, qu'est-ce qui est fait. Ça vous permettra d'avoir à peu près une idée sur où est-ce qu'il en est par rapport à son stock de carbone, enfin son stock de carbone dans le sol, ou bien son stock azoté, quelles sont les pressions. Si vous dites que, par exemple, il y a de cela quelques années, mon père il mettait tout le temps du blé à chaque campagne. Alors là, vous allez savoir que ça n'a pas du tout été diversifié. Et au niveau structure du sol, c'est pas terrible déjà. Et au niveau nourriture du sol, c'est pas terrible. On va pas mettre tout le temps on va pas mettre des là tout le temps dans la même salle parce qu'ils vont toujours manger la même nourriture. Tu voyez-vous, il faudrait les mixer avec des céréales, des pollards, tu vois, pour que ça soit plus diversifié. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait conseiller l'agriculteur, lui demander l'historique et évidemment aussi voir comment il travaille ses campagnes, qu'est-ce qu'il fait comme apport. Et éventuellement, vous allez savoir à peu près par rapport à cela. Et aussi, aller prendre des échantillons et les ramener chez vous. Et après cela, vous allez travailler, rechercher sur Internet, faire 2-3 petits trucs, voir 2-3 petits bouquins pour voir éventuellement comment on peut avoir ce stock. J'ai bientôt fini, vous pouvez y aller, hein. Ça va déjà pas finir. Donc en gros, c'est juste pour vous dire que il est important de maîtriser ce processus, de bien nourrir son sol. Ça peut paraître bizarre, utopique, mais le sol doit être nourri, bien entretenu, pour que les végétaux puissent être bien comme il faut, se développer comme il faut, retrouver tous les nutriments qu'il faut, et pour qu'on puisse éventuellement se nourrir et nourrir les animaux.